Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Une émission particulière comme chaque troisième vendredi du mois. C'est l'échéance mensuelle et même l'échéance trimestrielle, la première de l'année sur les marchés avec l'expiration qui a eu lieu déjà notamment du futur mars pour le CAC 40. Le CAC qui clôture ce soir en dessous, juste en dessous des 6000 points pour le CAC 40. 5997 points, une baisse de 1%. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et bien sûr le décryptage avec les trois sorciers de Smart Bourse qui seront avec nous ce soir pendant 40 minutes. On notera le compartiment bancaire aux États-Unis notamment qui trébuche aujourd'hui. JP Morgan par exemple recule en ce moment entre 2,5 et 3% à New York, ce qui pénalise le Dow Jones versus le Nasdaq qui arrive à se stabiliser aujourd'hui malgré des taux américains toujours sous tension. On est toujours autour de 1,70 et plus pour le 10 ans américain. Si les banques trébuchent, c'est parce que la Fed a décidé de ne pas reconduire au-delà de la fin du mois l'assouplissement d'un ratio de levier réglementaire qui avait été octroyé aux banques américaines au plus fort de la crise en avril dernier. Un assouplissement qui permettait aux banques de ne pas comptabiliser les treasuries et leurs dépôts à la Banque centrale dans ce ratio de levier supplémentaire qui va donc être remis aux normes dès la fin du mois de mars, dès le début du mois d'avril. Petit coup dur pour les banques, le marché ne s'y attendait pas et donc c'est ce qui pèse aujourd'hui sur les marchés. On notera la stabilisation également du pétrole après une lourde chute hier. On reviendra bien sûr sur tous ces mouvements de marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est le café de la bourse qui nous accompagne avec ce soir quelques bonnes pratiques pour bien investir en bourse, se connaître, définir son profil et investir au mieux sur les actions. On en parlera avec Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, qui sera avec nous à 19h15 en direct. Tendance, mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, c'est Nicolas Pagnès qui est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Direct et le résumé complet de cette séance boursière en Europe qui se termine dans le rouge ce soir. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,07% à 5 997 points, passant donc en dessous du seuil des 6 000 points. Sur la semaine, l'indice parisien gagne cependant plus de 3%. Et on notera également que sur la séance d'aujourd'hui, les volumes sont particulièrement élevés, au-dessus de 8 milliards d'euros en raison de cette journée des 4 sorcières. L'indice parisien qui aujourd'hui a continué à évoluer selon les annonces de la Fed, tout comme les indices américains à l'instar du Dow Jones ou du S&P 500 qui ont ouvert dans le rouge, même si le S&P 500 est repassé dans le vert depuis. En cause, l'annonce de la Fed de ne pas prolonger les mesures d'assouplissement accordées aux banques vis-à-vis de leurs réserves obligatoires. La Fed qui se dit confiante sur le fait que cette mesure ne perturbe pas la liquidité sur les marchés. L'annonce a également eu pour effet de faire grimper les rendements obligataires aux États-Unis avec un taux à 10 ans à 1,73% ce soir et un taux à 30 ans aux alentours de 2,45%. Le Nasdaq qui continue, lui d'ailleurs, d'évoluer en légère hausse au moment de la clôture parisienne. Les investisseurs qui à Paris digèrent toujours également la décision du gouvernement français de procéder à un nouveau confinement dans 16 départements pour une durée d'1 mois. Un nouveau frein à la réouverture de l'économie française qui fait craindre à de nombreux investisseurs une nouvelle contraction de l'économie dans l'Hexagone. Sur le fond de la stratégie vaccinale tout de même, Jean Castex a annoncé que suite au feu vert de l'Agence européenne du médicament, la France recommence dès aujourd'hui à administrer le vaccin AstraZeneca, une décision suivie dans plusieurs autres pays d'Europe. Côté statistique à présent, les prix à la production en Allemagne progressent de 0,7% au mois de février, soit légèrement moins que prévu par le consensus. Et du côté des valeurs, à présent à suivre à la Bourse de Paris, on notera que le groupe Rallye publie un chiffre d'affaires annuel en recul à 31,2 milliards d'euros. Un recul de son activité qui pousse le groupe de distribution à ne pas verser de dividendes au titre de l'exercice 2020. On rappelle également que la maison mère donc de Casino a annoncé hier vouloir introduire en bourse sa filiale Green Yellow dans le cadre de son plan de désendettement. Casino qui gagne ce soir 1,25%. On notera également que Alstom annonce une commande de 200 voitures de train par la ville de Chicago pour un montant de 650 millions d'euros. Une annonce qui a fait évoluer Alstom dans le vert ce matin, mais Alstom qui clôture en très léger recul ce soir à moins 0,17%.
Et côté valeur à Paris toujours, on notera que la plus forte hausse du jour est signée Sanofi qui gagne un peu plus de 1%, tandis que les valeurs automobiles, que ce soit Stellantis ou Renault, perdent toutes les deux plus de 3% et signent les plus fortes baisses du CAC 40. À l'international, on notera à présent que FedEx publie des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre, dopé notamment par les livraisons à domicile dans le contexte actuel. Le bénéfice net de FedEx ressort à 892 millions de dollars. FedEx qui est d'ailleurs confiant pour la suite de son exercice, estimant que la demande pour ce type de service va rester élevée dans un avenir proche. Autre valeur à suivre aujourd'hui à l'international, Nike annonce de son côté des ventes en recul de 11% au troisième trimestre en lien avec les perturbations qu'il relève dans sa chaîne d'approvisionnement entre l'Asie et les États-Unis. Nike qui annonce également que l'entreprise reprendra bientôt son programme de rachat d'actions. Et on finit ce point avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité au mois de février de la Réserve fédérale de Chicago, mais également des ventes de logements anciens aux États-Unis pour le mois de février également. Et côté valeur, peu de publications de résultats sont prévues. On notera tout de même la publication des résultats annuels des entreprises Terraclion et Terradiag, tandis que Trigano publiera lui ses résultats semestriels. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'était donc jour d'échéance sur les marchés, une échéance importante puisque c'est la première échéance trimestrielle de cette année 2021. Et les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous ce soir. Romain Dobré en plateau, bien sûr, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain, bienvenue. Bonjour. Jean-Luc Hussac avec nous également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être là. Perceval Finance Conseil et à distance, en visio avec nous, Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Messieurs, on se retrouve chaque troisième vendredi du mois pour débriefer le mois écoulé sur les marchés avec l'expiration des contrats futurs qui a eu lieu tout à l'heure sur le CAC 40. Le contrat futur mars a expiré donc à 6011 points, c'est ça 90. 6011,9 pour le CAC 40, l'expiration du futur mars. Quel bilan vous dressez de cette journée d'échéance sur le plan des volumes, sur le plan de la progression qu'on a pu avoir par rapport au 19 février dernier, qui était la dernière échéance, Romain? Alors oui, pas mal de bilans à tirer. Ouais. Par rapport à la dernière échéance, 240 points de hausse. Donc ça, c'est évidemment important. Un volume important, 8,8 milliards sur l'indice CAC 40 aujourd'hui. C'est souvent des volumes qu'on connaît au moment des échéances. Un petit appui baissier en fin de séance dans le volume, donc peut-être un peu de dégagement. Il faut dire que l'indice CAC 40 est allé chercher une cible graphique technique parfaite à 6066,5 points la semaine dernière, au début de semaine. Et donc, a patiné un peu depuis. Moi, j'y vois quelques signaux de faiblesse. Alors, il faut dire aussi que c'est une échéance de record puisque c'est la 5e échéance d'affilée en hausse. On n'avait pas connu ça depuis 2013. Donc, 5 séances d'affilée de hausse, 5 mois d'affilée de hausse, une échéance à l'autre. On n'avait pas connu ça depuis 2013. En 2013, c'était entre juillet et novembre et on était monté de 589 points. Là, c'est depuis l'échéance d'octobre 2020 et on est monté de 1097 points. Donc vous oui, ça montre l'ampleur. C'est le rallye vaccin, c'est ça? C'est le rallye vaccin et la deuxième partie même du rallye vaccin. Vous comprendrez pourquoi je suis peut-être mitigé quant à la poursuite forte de ce mouvement. On y reviendra, mais dans les semaines qui viennent, en tout cas, à court terme en tout cas. De là à dire que le vent tourne, c'est peut-être un peu prématuré, oui. Mais vous dites là, il y a peut-être besoin plus que d'habitude de digérer un peu ces 5 mois de hausse d'une certaine manière. Probablement, oui. On atteint des niveaux graphiques, techniques importants sur plusieurs indices. On en parlait, on l'évoquait en début de semaine, c'est le cas. On a été touché ces cibles. Sur l'Eurostoxx, au moment de l'échéance de l'Eurostoxx, on est allé chercher cette cible 3864. On l'évoquait lundi. On est allé buter dessus pile au moment de l'échéance. On a travaillé au-dessus toute la semaine. On est passé en dessous hier et on est allé buter pile dessus. Et on oscille autour. Alors, ce n'est pas encore des signaux de retournement. C'est juste qu'il y a effectivement... on arrive avec un volume, une position ouverte moyenne sur le futur. Pas grand-chose à dire de ce côté-là, à part une petite attaque baissière en début de semaine qui, à mon avis, n'a pas dû durer longtemps. Et sinon, le fait qu'on arrive sur l'échéance d'avril avec pas mal de complaisance au début, un ratio de couverture qui était assez faible, qui s'est étayé aujourd'hui avec un gros rôle, un gros transfert de position d'options de mars à avril aujourd'hui. Il y a eu 8000 contrats ouverts sur les options put avril sur le prix d'exercice de 6000 points. Donc on a transféré de la couverture qui manquait, manifestement, c'est comme ça que je le lis, mais on a clôturé 12 000 contrats sur mars. Donc on n'a pas tout transféré de mars à avril, mais on a quand même remonté le niveau de couverture qui était assez faible. En revanche, j'ai été regarder un peu plus loin, c'est sur le mois de juin.
on a une très grosse complaisance au niveau des couvertures. Et ça fait douter pour les semaines ou mois qui viennent. On sait qu'au mois de septembre, quand on s'était vu, eh bien, on voyait déjà de la couverture sur le mois de décembre. Les grosses échéances majeures, comme ça, la prochaine majeure, c'est juin. Il y avait de la couverture, il y avait de la protection. Et là, il y a très peu de couverture, mais carrément de la complaisance. C'est un marché qui gagne en optimisme, en fait. En optimisme au haut de marché. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. C'est pour ça que c'est pas encore temps de tirer la sonnette d'alarme, mais d'être plus vigilant ou peut-être de faire un peu de ménage, de nettoyage dans ses portefeuilles. Mais de se dire que, peut-être pas immédiatement, mais on pourrait avoir vu effectivement des points hauts ou que le gain potentiel est un peu limité peut-être dans les semaines à venir. Il y a un petit risque. La volatilité est quand même à 16. Elle passe sous des niveaux qu'on n'a pas connus depuis longtemps maintenant, depuis plus d'un an. Donc peut-être un peu de complaisance aussi de ce côté-là. Il faut surveiller. Bon, c'est intéressant, mais ça pose la question de la discussion. Est-ce qu'on a marqué le point haut, là, au moins un point haut temporaire sur le marché et sur le CAC 40 ? Jean-Louis, depuis qu'on se parle de chaque troisième vendredi du mois, depuis le mois de septembre, c'est vrai qu'on vit avec ce rallye vaccin là, qui a été initié en novembre, et vous nous répétez mois après mois que la hausse est solide, qu'elle est bien construite, qu'elle est plutôt bien structurée, la hausse qui nous amène jusqu'à plus de 6000 points aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans un mouvement bien construit, solide, pour la suite ? Oui, il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'une amorce de repli déclenche un choc systémique comme on l'avait connu, évidemment, il y a un an, avec un catalyseur gigantesque, bien sûr, mais moi, à l'époque, je disais, je vous le rappelle, barrez-vous déjà, premièrement, je l'ai répété pendant 2-3 mois, d'ailleurs, au départ, en disant, vous avez 3 mois pour liquider tout, et l'idée, c'était que un petit choc pouvait créer un gros effet. Aujourd'hui, si vous voulez, un petit choc ne fait rien. La preuve, on a baissé un petit peu aujourd'hui avec un gap à la baisse, mais dans la journée, il n'y a même pas eu de relais. Et pourtant, on a reconfiné l'Île-de-France, enfin confiné, je ne sais pas, mais en tout cas, des mesures de restrictions supplémentaires sur l'Île-de-France. Et le marché n'a pas tellement réagi. Et puis en fait, tous les marchés ont réagi parce qu'on a suivi l'ambiance générale, tout simplement. Alors, cette hausse, c'est vrai que là, elle s'est un petit peu fragilisée. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Des gaps dans le mouvement, des journées où il ne se passait rien. D'ailleurs, c'était assez pénible parfois parce que, alors on achetait, on gagnait des clopinettes. Et puis, 16h30, ça commençait à monter. Oui. Et ça ne s'arrêtait pas avant 22h, et on faisait 2 fois l'écart de la journée. Oh, bon, c'était pénible. Non, mais en plus, c'était vraiment point par point. Ce que tu disais, c'était absence de vendeurs. Et je pense qu'en fait, en effet, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand il y a une telle divergence entre les fondamentaux économiques et la performance du marché, celui qui se dit qu'on est trop cher payé, sur le plan fondamental, à un moment donné, il dit, bon, voilà, moi je vends. Mais quand ça monte, il a eu tort. Alors, il vend peut-être encore un peu, mais plus ça monte, moins il va vendre parce qu'il va se retrouver, si vous voulez, en situation de sous-investissement. Bien sûr. À cela, vous ajoutez les vendeurs à découvert, parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers sur lesquels les shorts sont quand même assez importants. Donc, je pense que ce dernier mouvement qui a consisté donc, en une accélération violente de 200 points, surtout qu'au début, on ne faisait rien, au début du mois, il ne se passait rien. Donc, on a accéléré violemment, l'impression qu'en effet, il y a eu quand même des positions qui ont sauté. Je ne sais pas si tu en as vu, mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, oui. Parce que le départ du mouvement, il a été flagrant sur la lecture de la position ouverte sur le futur CAC 40. C'est 14 000 contrats ouverts à la baisse et le lendemain, contre-pied énorme. Et c'est ça qui a déclenché l'accélération haussière. Parmi les spéculateurs, par exemple. Parmi les spéculateurs, il y a quelques clients. Un peu comme ça, quand même. Oui, qui sont un peu coincés. On a retrouvé des niveaux d'alerte où il y avait des limites de couverture. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on avait le niveau de 5851 qui était une barrière. On voyait beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitude avant ce niveau-là. Moi, j'y voyais un signe de fragilité. Et puis, on a eu des accélérations baissières toujours défendues au-dessus de 5716 points, systématiquement. Et donc, ça s'est rasséréné et on a pu aller faire ce mouvement aussi sur fond de contre-pied quand même, mais sur fond d'absence de vendeurs, encore très marqué ça. Après, baisse de la volatilité, doucement, mais on a encore une volatilité aujourd'hui, elle est à 15,5, c'est pas 10. Non. Et c'est pas 10. C'est pas la complaisance extrême. Non, non, mais c'est au contraire, il y a un peu de confusion, si vous voulez. Évidemment, il y a ceux qui vont parler sur les chaînes diverses en disant oui, ça va monter, mais en fait, en off, il y en a beaucoup qui disent waouh, je pensais pas que ça monterait autant. Et donc, il y a une grosse majorité quand même de gens. Attendez, juste pour redonner un peu de perspective, on a
on est revenu cette semaine et ce mois-ci sur les niveaux d'avant-crise pour le CAC 40. Mais juste pour redonner un peu la perspective des choses. Et pas que le CAC 40. Et pas que le CAC 40, oui. Il y en a qui sont au-dessus. Il y en a qui sont revenus sur ces niveaux-là bien avant le CAC, d'une certaine manière. Bien sûr, LVMH, l'Eurostoxx, elle est quoi, elle est 20% au-dessus de ce qu'elle valait au mois de mars dernier. Donc, payer aujourd'hui 6050, si vraiment ce sont des achats de conviction, ça veut dire que ces gens qui ont une conviction acheteuse se disent que dans 6 mois, on sera à 6200, 6003 peut-être, parce que sinon, ils ne payent pas 6050. Donc je trouve que, imaginez que dans 6 mois, on puisse être à 6003, évidemment, on peut tout imaginer, hein, mais sur le plan fondamental, c'est faire un pari que tout va bien se passer dans les jours, dans les semaines et les mois à venir. Après, en face de cela, de ce doute, il y a quand même des résultats de société qui n'étaient pas mauvais, mais au contraire, ils sont même plutôt bons dans l'ensemble. Le pétrole qui a boosté, bon là, c'est pris une baffe avant-hier, mais là, le pétrole a fortement monté, les valeurs comme Total, tout ça ont beaucoup monté, c'est difficile. On a un marché très particulier. Sincèrement, après, là, c'était l'automobile, Volkswagen. Vous avez vu le DAX qui sont envolés. Alors, quand je vois comment ça paye l'automobile, ça me rappelle... bon, c'est vieux, hein, mais pas à ce point-là quand même. Mais ça me rappelle, vous voyez, en 2000, les points comme ça. Ah non, mais... Écoute, t'occupe pas, tu verras. Attendez, Volkswagen, c'est pas une dot-com, ça pèse 100 milliards, ça vend je sais pas combien de millions de voitures par an. Oui, non, mais bien sûr. N'empêche qu'ils sont nombreux à table, le gâteau n'est pas infini, et la voiture, moi, d'après ce que j'ai compris, on va plutôt vers la voiture partagée que la voiture individuelle. Donc, est-ce qu'on va encore être capable de vendre des dizaines et des dizaines de millions de véhicules ? Il faut dire que pour justifier le prix de Tesla et de beaucoup de sociétés, il va falloir qu'ils en vendent des voitures. Donc, ok, peut-être que la marge sera beaucoup plus importante, peut-être que, je ne sais pas. Mais en tout cas, on anticipe, si vous voulez, un positif qui me semble extrêmement optimiste. Là, c'est plus on anticipe juste le retour à la normalité d'avant-crise. On est déjà passé à autre chose. Bah oui, puisque on est, vous l'avez dit, Grégoire, on est au niveau de février 2000. L'indice sectoriel Travel and Leisure aussi, ça a été un des faits marquants des derniers jours. Donc voyage et loisirs. Bon, alors dedans, j'ai appris qu'il y avait quand même beaucoup de jeux vidéo, poker en ligne, etc. Mais il y a aussi toute la partie voyage. Bon, bah, cet indice-là, il est revenu là aussi sur des sommets historiques d'avant-crise. Hein. Et dernier truc, c'est quoi d'autre que les actions. Voilà, c'est toujours le même truc. Non, mais c'est toujours ça. Les liquidités, les banques centrales qui sont là, je sais pas, quoi d'autre que la bourse. Avec des taux longs qui remontent, peut-être qu'à un moment, l'arbitrage deviendra plus favorable aux obligataires. Romain et puis Philippe. Ce qu'il faut voir quand on décortique, effectivement, c'est qu'on est arrivé soit sur des cibles, le Brent par exemple, la zone 71, 60, 73, 95. Donc ça, c'était une zone cible après un fort rebond et une structure haussière. Donc là, il y a une limite. Et puis sur les secteurs, travel and leisure, on arrive sur une oblique. Alors les obliques sont compliquées, mais c'est une oblique de 2015. Donc on a buté dessus une fois, deux fois, trois fois, et c'est la 4e fois qu'on atteint cette oblique. Donc on a atteint une cible. L'assurance, la finance, c'est aussi des niveaux techniques. Ce sont des plus hauts, c'est des niveaux à partir desquels le marché s'est retourné à la baisse. Donc on comprend que le marché a au moins besoin de marquer une pause sur ces niveaux-là. On l'a sur les médias, sur l'auto, la chimie. Ce sont des niveaux qui avaient été des niveaux de retournement et des niveaux de blocage en 2018 déjà. Donc on a franchi même le problème de 2020, on est allé au-dessus, et là on arrive à des niveaux qui font que ça va être difficile de trouver des relais dans l'immédiat, surtout dans le contexte, et puis il y a un cumul de signaux de faiblesse à court terme. Il y a, alors, donc on le disait, des valeurs ou des indices, il y a le calendrier aussi, c'est la fin des trimestriels, les banques centrales viennent de parler, les banquiers centraux. La semaine prochaine s'annonce assez creuse, quand on regarde l'agenda prévu en tout cas. C'est un peu prématuré pour en parler, mais il y a le retour des discussions sino-américaines. À ce stade, il n'y a pas encore. C'est en ce moment. Non, mais pour parler de tension, je voulais dire. Bien sûr, mais pour parler de tension. Alors effectivement, ils ont une entrée en matière un peu froide, mais manifestement, c'est pas encore le cœur du problème, mais ça va être un sujet de stress. Et il y a beaucoup de choses qui laissent à penser, et puis une progression importante. Alors important, c'est toujours relatif, mais là, on arrive sur des niveaux charnières, et effectivement, on voit pas très bien quels sont les relais, avec des structures un peu faiblichonnes. Même si on va regarder sur les GAFAM, il y a des valeurs comme Google. Alors, on va continuer dans le stock picking là, à mon avis, parce que des valeurs comme Google. C'est ça. Mais payer l'indice agressivement à ce niveau-là, vous dites, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire là aujourd'hui. Sûrement pas une bonne chose à faire. Sûrement il y a pas des une bonne dossiers chose intéressants, on pourra y revenir, mais là, il y a des valeurs sur lesquelles, à mon avis, il convient d'être prudent. Philippe Béchade, on vous oublie pas, Philippe, bien sûr. Vous êtes avec nous en visioconférence. Vos commentaires, vos réactions là sur ce mois boursier qui vient de s'écouler avec l'expiration des contrats futurs qui a eu lieu aujourd'hui.
Alors écoutez, j'ai l'impression qu'on vient d'écouter une fugue haussière qui a été écrite par une sorte de Jean-Sébastien Bach de l'analyse technique. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis au passage, parce que tout est parfait. Donc on gagne 9% par rapport au 18 décembre dernier sur le CAC. On gagne 62% par rapport au plancher du 18 mars 2020. 62%, voilà, notre ratio de Fibonacci, il est là à quelques dixièmes près. Le Nasdaq, 14 000 points, il fait exactement x10 par rapport à son plancher du 9 mars 2009. Et pour le S&P et pour le Dow Jones, tous les deux gagnent exactement 82% depuis le 18 mars 2020. Et surtout, ils viennent inscrire un nouveau 1000 sur le Dow Jones au-delà de 33 000. Et le S&P à 15 points près, flirté avec les 4000. Et surtout, il gagne, sa valorisation est multipliée exactement par 6 depuis le 9 mars 2009. Très exactement, 5,995. Je vous dis, ça semble avoir été écrit par un Jean-Sébastien Bach qui manipulerait d'un côté tous les dérivés de Fibonacci, qui serait capable, d'inscrire les mouvements de bourse comme les notes sur une portée, avec des trilles, des successions, de 7-8 séances de hausse consécutives. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et je rejoins ce que dit effectivement Jean-Louis. On est peut-être effectivement arrivé là à un rendez-vous, mais avec les chèques qui viennent d'arriver dans les boîtes aux lettres des Américains, ils vont être quand même, je crois, 100 millions à recevoir un chèque de $1 400. Donc, par ordre de priorité, les Américains vont se désendetter, commencer par rembourser le prêt de la voiture. Ça, c'est le choix numéro 1. En 2, les frais de scolarité, les prêts étudiants. Après, écoutez, coup de bol, voilà que Apple va nous sortir une nouvelle tablette. Si jamais elle fait $1 399, je pense que les $1 400 vont être juste à la bonne taille. Et puis, comme en avril et mai dernier, 2020, vous aurez tous ceux qui gagnent, on va dire, au-delà de 40 ou 50 000 $ par an, qui vont probablement aller sur les marchés et acheter les marchés exactement au plus haut, et avec, donc je le répète, x10 sur le Nasdaq, x6 sur le S&P et sur le CAC 40, que je n'oublie pas naturellement. Le CAC 40 Global Return a quand même battu avant-hier un nouveau record absolu, au-delà de 16 940. Alors on est très content parce qu'en fait on a battu 4 petits records consécutivement sur le CAC Global Return. On en a quand même battu 26 sur le Dow Jones depuis le 1er janvier. Voilà, c'est pour vous fixer un petit peu les choses. Ah oui, non, mais c'est très clair. Alors je redonne, le 18 mars 2020, c'était le point bas du marché après l'éclatement de la crise pandémique. Et puis la référence du 9 mars 2009, c'était le point bas de la grande crise financière, avec un CAC qui était tombé à 2500 points, je crois, et le S&P 500 à 666 points à l'époque. Mais une fois qu'on a dit ça, Philippe, parce que les records sont faits pour être battus, vous le savez mieux que moi, un marché qui est au plus haut, c'est pas forcément un marché fragile, bien au contraire. Est-ce que vous avez le sentiment que la mécanique que vous décrivez a tout pour continuer ? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte particuliers qui vous interpellent plutôt aujourd'hui, Philippe ? Grégoire, vous savez que ça fait déjà pratiquement 3 ans que je défends l'idée que les marchés ne sont pas fragiles, puisque ce ne sont plus des marchés. Ils sont complètement administrés par les banques centrales, ils sont gavés de liquidités. Et pour moi, la date cruciale, c'est le 16 septembre 2019,
quand la Fed a vu à nouveau se figer le marché interbancaire et qu'elle a commencé à faire son non-QE. Et miracle, 5 mois plus tard, arrive l'histoire du Covid, et là d'un seul coup, le non-QE devient un super QE Infinity, mais ça avait déjà commencé avant la crise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Fed remet de l'argent, 80, puis 90, puis 100 milliards par mois, même si c'est roulé tous les jours, j'en suis d'accord, c'était pas un vrai QE dans la définition, et avec le programme d'achat et un calendrier. Mais ça équivalait quand même à rajouter de 80 à 100 milliards, et on avait passé la barre des 100 milliards début 2020. Quand on en est là, ça veut dire que c'est la Banque centrale qui contrôle totalement le prix des actifs. Donc évidemment, il n'y a pas de fragilité dans le marché, il ne peut y avoir que des signes noirs éventuels. Et là, je me méfierais, je dirais, un petit peu du consensus. Autant tout le monde était complètement noir, et probablement moi le premier, le 18 mars 2020. Aujourd'hui, le consensus est totalement et univoquement haussier, avec le taux de couverture, comme l'a dit Romain, pratiquement au plus bas, je pense, même au plus bas historique. Ratio également, position longue sur position short, également le plus bas historique, c'est-à-dire que personne ne va se mettre devant un rouleau compresseur piloté par la Fed qui fait rugir le 12 cylindres, et avec en plus de ça une marée de 160, 180, qui sait peut-être 200 milliards qui vont aller donc s'investir dans un truc où ça ne perd jamais. Pour ceux qui sont allés mettre leur premier chèque de 1 200 $ en avril 2020, eh bien, ça a toujours gagné. C'est un truc où ça gagne à tous les coups. Depuis un an, certains ont pris des petites habitudes psychologiques de se sentir invulnérables. Voilà, et ils vont tous arriver massivement dans un marché qui n'est effectivement que haussier. Bon, c'est le débat sur le niveau de complaisance qu'on peut avoir aujourd'hui dans le marché, mais je comprends qu'il y a des nuances. Vous n'êtes pas forcément sur l'idée d'une euphorie totale, Jean-Louis, Romain, et puis la Fed contrôle le marché. Il y a un petit truc qu'elle surveille, j'imagine, mais qui a quand même un peu déraillé, c'est le Nasdaq, il faut le dire. Le Nasdaq est sous pression, le Nasdaq est en retard, avec des valeurs qui perdent 15, 20, 30% pour certaines d'entre elles. Romain ? Oui, c'est un marché qui sous-performe pour l'instant. En fait, c'est complètement... c'est ce que regarde tout le monde en ce moment, c'est l'évolution du taux à 10 ans aux États-Unis. C'est ce qui donne le là. Et il y a effectivement une corrélation permanente, on le voit très bien en pleine séance sur les indices, en fonction de l'ouverture des marchés américains, de l'évolution du taux dans la journée. Oui, alors c'est une pause qui est plutôt saine à mon sens de ce côté-là, puisqu'on se plaignait en septembre dernier, on en parlait, d'excès sur le Nasdaq, avec un call énorme de traders débutants et puis de fonds spéculatifs qui auraient pu faire des réels marchés. Donc je pense qu'on est toujours en train d'apurer peut-être un peu ça. Il y a un marché qui stagne. On voit que les GAFAM, en les regardant individuellement, sont un peu topiches, elles sont un peu sur des points hauts. Une valeur comme Google individuellement, effectivement, j'ai pas envie d'y entrer aujourd'hui. Il y a une structure, ce qu'on appelle possible d'Island Reversal, c'est-à-dire qu'il y a un grand gap en haut de marché, et depuis des cotations qui évoluent depuis plusieurs jours au-dessus de ce gap. Donc il suffirait d'un gap baissier pour finaliser l'Island Reversal, et c'est pas une bonne structure du tout. Ça, c'est pas génial. Apple est un peu mieux de ce côté-là. Amazon a l'air de consolider, même s'il y a un petit risque, et au moins 5% de baisse probable encore, mais c'est pas très méchant. Facebook consolide de façon un peu plus propre. Voilà. Mais encore une fois, il va falloir sélectionner les dossiers. Ce qu'on regarde, c'est, oui, effectivement, il y a une hésitation, il y a une bougie hebdomadaire qui n'est pas très belle sur le Nasdaq. On a vu des niveaux qui sont bien respectés et on a été buté dessus et on repart à la baisse. Voilà, c'est un marché qui se cherche. Pour l'instant, il est en pause. Encore une fois, il n'y a pas de signaux d'alerte majeurs. Ce qu'on peut noter, moi j'ai été regarder du côté des marchés dérivés sur les marchés américains. Ouais. Je n'ai pas le même niveau de finesse dans l'analyse que sur les marchés européens, français. En Europe, j'ai regardé aussi sur le DAX Eurostoxx, il n'y a pas d'élément de complaisance très fort à court terme, à part le mois de juin, effectivement, qui est un peu plus inquiétant. Sur le S&P,
Si on regarde sur l'indice, le ratio de couverture, il est à peu près normal. Il n'y a pas d'alerte. En revanche, il était déjà très complaisant au mois de septembre dernier. Il l'est encore plus maintenant sur les equities. Et c'est la grosse partie du marché options américain. C'est une très grosse partie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une position ouverte totale de 384 millions de contrats sur l'ensemble des marchés options américains. Elle est à 442 millions aujourd'hui. Donc, D'accord. 15% de plus et plus de complaisance. Et on est plus haut. Donc, ça prouve ce qu'on imagine, c'est qu'il y a un niveau de complaisance qui est en train de se mettre en place. Ouais. De là à déclencher les signaux d'alerte, pour qu'il y ait un signal d'alerte, déjà, il faut une structure de retournement baissière qui se mette en place, des signaux forts. Là, sur le CAC 40, on n'en a pas, à part une petite structure de retournement qui s'est mise en place à court terme, qui donne une cible autour de 5950 points. Il n'y a pas grand-chose de plus dans l'immédiat. Peut-être un retour à 5890 points. Mais il n'y a pas d'alerte plus forte que ça dans l'immédiat. En revanche, oui, il y a effectivement de la complaisance. Il y a moins de couverture. Et ce que dit Philippe aussi, concernant, qui est vraiment notoire, c'est qu'il n'y a pas de position baissière dans ce marché. C'est-à-dire que l'agressivité des vendeurs a été complètement bloquée et canalisée par le short squeeze énorme du mois de novembre. Bien sûr. Et puis, est-ce que le phénomène Robinhood joue aussi en ce moment et à court terme pour favoriser ces élans haussiers et ces rachats de short brutaux ou en tout cas cette dynamique? Voilà, donc pour l'instant, pas encore de danger majeur, mais la possibilité d'un point haut, oui. Encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui, avec les matières premières aussi, qui ont accéléré très fortement. Ouais, la baisse de 10% du pétrole hier, c'est quand même un petit coup d'arrêt, quoi. C'est un petit coup d'arrêt sur un niveau technique, encore une fois. Donc ça reste assez propre. Alors c'est brutal, mais on était monté énormément avant. Et puis on s'est arrêté sur un support pile sur le Brent. Et on a réagi d'ailleurs en fin de séance. Donc ça reste encore assez technique. C'est brutal, mais parce que le marché est brutal et tout va plus vite. Donc c'est là où il faut surveiller effectivement ce qui se passe en ce moment. Et je pense que tout ce qui se passait en 99-2000, on peut le comparer un petit peu. Tout accélère, donc il faudra être plus vigilant, aller un peu plus vite dans l'analyse. Mais on a des obliques, des points touchés qui sont importants, matières premières comprises aussi, où c'est un gros mouvement de fond sur les matières premières. À court terme, on est allé assez vite et ça nécessite au moins une pause. Ouais. Bon, on verra si le nouveau mois qui commence sera un nouveau mois haussier sur les indices ou si ce sera un mois peut-être de pause, de consolidation. Ce sera un record qu'on n'a pas eu depuis 2013 en tout cas. Ouais, c'est ça. Enfin, en 2013, on s'est arrêté à 5 séances d'affilée. C'est quand même beaucoup. Jean-Louis, vos commentaires, je voulais que vous nous disiez un mot peut-être aussi des small caps. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, il y a eu beaucoup de frénésie, beaucoup de spéculation, ça a été très intense. Je regarde moi juste l'indice CAC Small qui n'a rien fait là sur le mois écoulé quand le CAC a gagné 5-6%. Ouais, non, mais c'est vrai. Les biotech ont marqué le pas. Il y a eu des replis assez sensibles. Valneva, par exemple, il y a un fonds qui est sorti. Il a annoncé ce matin sous le seuil des 5%. Oncodesign, Novacite. Alors moi, j'en ai acheté du Novacite, par exemple, il y a 2 jours, et j'ai déjà revendu ce matin à 9,18. Parce que je considère qu'il faut scalper, quoi. Il faut aller très vite, quoi. Disons que je pense que c'est pas utile de laisser porter. Il y a plein de coups à jouer, éventuellement sur des écarts assez rapides. Je ne vais pas jouer, si vous voulez, le 30-40% qu'on espérait à chaque fois au mois de février. Oui, je le joue pas. Je pense que ça peut tourner assez vite. Il y a Sartorius. Bon, quand j'ai acheté aussi en me disant c'est peut-être le juste prix. Bon, il n'y avait pas de market timing. Alors, elle ne bougeait pas, elle était plombée, comme tout le secteur, Virbac et d'autres, qu'après, Virbac a rebondi aussi. Et puis, tout d'un coup, les résultats tombent, c'était pas mal. Boum, plus 7%. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu. J'ai hésité, je laisse porter. Mais vous ne voyez plus un potentiel de 20, 30, 40% là, sur certaines valeurs? Non, non, mais ça a été déjà joué. Clairement, on voit qu'il y a un retour quand même au calme. Bon, Biocinex a eu un vrai relais. Novacite peut en avoir un. Là, ils vont faire des tests mobiles, là. C'est tout cirque, en fait. Il y a des moments où il n'y a rien. Et puis il y a des moments, c'est la folie, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'était calme. Hier, un peu moins, c'était un peu plus sympa. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était assez creux. Bon, moi, globalement, de toute façon, moi, ce que je vois, c'est un repli du marché. Moi, ce que je joue repli jusqu'où? 5850. Moi, c'est ce que je joue. En me disant que c'est pas méchant, ça serait tout à fait logique. Ouais. Moi, j'ai monté des synthétiques, là, des puts. Bon, j'ai vendu du futur, j'ai acheté un peu de call avec des vols à 13, puisque j'ai fait du 5150, du 5050 pour me protéger un peu court, on ne sait jamais. Et puis j'ai vendu. Voilà. Et puis je vais viser 200 points de baisse. Et puis voilà, c'est un peu le plan des jours à venir. Et si le marché est solide, normalement, ce niveau que vous évoquez, là, 850, c'est un niveau qui devrait attirer à nouveau des acheteurs. C'est ça. Alors,
il va falloir voir un peu la structure, enfin la nature, si vous voulez, de la baisse éventuelle. Hein, on n'y est pas encore. Bien sûr. Par exemple, parce que 5009, c'est vraiment le premier écart de scalp. 5009, c'est presque, ça peut rebondir. Si on reste dans une dynamique un peu euphorique à droite, à gauche, enfin partout, quoi, avec des taux qui sont corrects, ça peut déjà rebondir. Mais c'est à partir de 5009, si on va, il y a 50 points, c'est sûr, mais c'est important, c'est 1% de plus là. Il faut voir la nature de ce qui va se passer et l'actualité du moment. Voilà. Là, sur un mois, on a vu comme ça a beaucoup tourné les intérêts. Donc en effet, les mid et small c'est un peu calmé, mais il y a quand même des trucs qui fonctionnent. Les grosses hausses, c'est le secteur financier. C'est les bancaires, les AXA. C'est 20, 25, 30% voilà, là, sur le mois écoulé. Ce secteur-là, plus forte baisse, c'est STM, c'est... Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, quoi. J'ai acheté à 167, bon, ça vaut 175, mais elle veut pas y aller, quoi. Alors à un moment donné, on se dit, allez, j'attends. Alors j'ai acheté du Sanofi aussi, mais j'ai dégagé tout à l'heure, 83, je sais pas combien. Je me suis dit, bon... Un petit signal, moi. Non, mais de quoi? De hausse? Oui, là. Ah oui, mais on en parlait les choses dernières, elle ne démarrait pas. Et là, les valeurs qui n'ont rien fait. Hein. Sanofi, ça fait partie des valeurs qui n'ont rien fait. Orange aussi, qui a. Et Orange, voilà, c'est les deux exemples de valeurs au sein du CAC qui n'ont rien fait depuis un an. Mais qui là ont performé depuis 15 jours, 10-15 jours. Le problème, c'est que est-ce que le marché, d'accord, est de nature à progresser davantage? Pas avec ces valeurs-là. Oui, mais justement, si le marché ne progresse pas plus, tu sais bien comment ça se passe. C'est toujours celles qui progressent le plus quand ça monte, c'est celles qui ont déjà monté. Et donc celles-ci, je pense qu'elles ont fait leur écart. Moi, Sanofi, c'est un miracle. 76, je commençais à me dire, parce que j'ai payé 77, puis 76, 75 et quelques, je me suis dit, ils en veulent plus du tout, là. Et puis, hop, ça repart comme ça. Voilà, moi, j'ai dégagé. J'avais même vendu des options chez toi, là. Donc vous ne voyez pas ces valeurs-là prendre le relais, être suffisamment solides pour emmener l'ensemble du marché, Romain? C'est ça le problème, c'est qu'il y a effectivement des configurations qui sont pas trop mal, mais à elles seules, ça va être difficile d'entrer dans le reste du marché. Et même sur le secteur bancaire, qui est pas mal en ce moment, il y a encore du potentiel à mon avis, mais à court terme, on arrive sur des cibles. On voit qu'il y a besoin de marquer une pause encore. Le secteur bancaire, je pense qu'en moyenne, ça peut prendre encore 20-30%. La Société Générale est pas mal. Elle a progressé effectivement depuis un mois de 17%. Elle a encore un potentiel de hausse d'une vingtaine de %. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait le relais pour le faire dans l'immédiat. Et de toute façon, pas de nature à entraîner le reste du marché. Donc il y a encore des arbitrages du stock picking, mais c'est vrai qu'on met le niveau d'alerte à peu près l'alerte de court terme au même point. Moi j'ai 5880, 5850, c'est cette zone-là. Après, le niveau suivant, il est plus bas, mais ça reste encore une dynamique haussière, c'est 5581 autour. 5580 qui serait l'alerte de moyen terme. On la recule un peu parce qu'on a beaucoup progressé récemment. C'est vraiment retournement un peu plus gênant. Je ne suis pas sûr qu'on aille jusque-là du tout, mais ça peut être une zone dans laquelle, si on rompait effectivement ce que disait Jean-Louis, je suis tout à fait d'accord, on va voir si on arrive à défendre au pas 150. Et ensuite, il y a des extensions possibles aussi. Si on repasse au-dessus de 6660 et demi, on peut aller accélérer, aller chercher 6100, 6160, 170. C'est un gros niveau. Donc là, oui, c'était le niveau, le pic d'avant-crise. Ça, c'est le pic d'avant-crise. Ce serait le mieux qu'on puisse espérer. C'est des niveaux qu'on n'a pas connus sur le futur CAC 40. C'est le mieux qu'on puisse espérer à la hausse. Mais pour l'instant, ça sent effectivement la consolidation. Et voilà, pas d'alerte encore, mais on va surveiller le comportement du marché et s'il y a un besoin de respirer, et c'est le cas. Et un dernier mot sur les petites valeurs. Il y a une prise de bénéfices effectivement à court terme sur pas mal de petites valeurs qui sont des valeurs fortes, qui sont intéressantes. Mais Beneteau, De Richebourg, Reward Media, Olot, Morel et Prompt, c'est des valeurs sur lesquelles on a pris du bénéfice à court terme, alors qu'on pense qu'elles ont encore du potentiel éventuellement. On préfère en rater que de rester investi dessus. Et pourtant, elles ont très bien performé. Ce que tu disais est vrai. On ne peut pas attendre des niveaux de performance qu'on a connus depuis plusieurs semaines. Là. Il faut qu'on dise un petit mot. Alors, les matières premières, on l'a évoqué. Moi, je voudrais bien que vous me disiez peut-être un mot de l'or, parce qu'on a vu peut-être un début de rebond sur l'or ou pas, Romain? On peut parler de ça ou c'est encore trop timide? C'était un niveau technique, surtout. C'est un support important. On est passé sous les $1 700 au cours des derniers jours. 1692 $, c'était un niveau intéressant. On est entré dessus sans figure de retournement. C'est-à-dire que là, on est entré sur un actif avec un marché haussier. Une possible inflation sur un niveau de support 1692 $ l'once et la zone support test importante c'est 1596 1692 $ l'once. Là il y a un niveau d'entrée qui paraît intéressant sur un actif qui est un actif intéressant qui a déclenché un mouvement haussier de long terme qui a bien consolidé pour diverses raisons, enfin c'est encore une autre source de questionnement, mais qui a un point d'entrée pour l'instant, pas de figure de retournement haussière, c'est-à-dire qu'on le fait de façon investisseur.
tranquillement, on n'a pas d'éléments Il n'y a pas de dynamiques dynamique qui pour soit en place. Ce mouvement-là encore. Et d'ailleurs, la position spéculative ne bouge pas ou baisse depuis décembre dernier pas d'intérêt sur l'or. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. C'est plutôt un niveau et un coup d'arrêt qui a été marqué sur ce niveau-là. On observe, on est rentré gentiment. Jean-Louis, si vous avez sur l'or, non. Sur l'or, mais l'euro-dollar aussi, je voulais qu'on en dise un mot. Parce que là, c'est baissier. On a une reprise. On est dans ce que j'appelle dans une situation de contre-signal. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, en effet, d'un signal d'achat, de retournement. Mais c'est une vague, c'est un rebond, si vous voulez, technique. Pour l'instant, donc ce n'est que cela. Et c'est plutôt un niveau de vente plutôt que d'achat. D'accord. Donc, sous 1750, en gros, c'est plutôt vendeur. Au-dessus, ça commence on va voir, à parler. Alors, l'euro-dollar... moi, j'étais passé vendeur. Alors, on n'a pas vu de flux de conviction non plus sur l'euro-dollar, et on a vu des réactions, si vous voulez, extrêmement violentes à ce que font les banques centrales. Donc, un coup, c'est l'euro qui s'affaiblit, un coup, c'est le dollar qui monte. Le dollar monte, d'ailleurs, par rapport à un panier de valeurs. Oui. L'euro, lui, il bouge pas trop par rapport au reste. Mais voilà, ce qu'on me dit du marché du change, c'est qu'il n'y a pas de gros business. Quoi. Il n'y a pas de gros business. Ouais. On s'est plutôt stabilisé. On a fait une pointe hier, on est revenu aujourd'hui. Les intervenants sont neutres, quoi. Ouais, il y a une certaine neutralité avec un biais baissier quand même. Donc moi, je pense toujours qu'on peut aller chercher un 18,50, un 17,60 et pourquoi pas plus bas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste baissier. Mais c'est vrai que il n'y a pas de conviction, on peut dire. Il y a pas de. Ce sont vraiment des réactions à des nouvelles et aux banques centrales. Oui, c'est ça. On vient de passer le cycle des réunions de banque centrale avec la Fed cette semaine, la BCE la semaine précédente, et on se retrouve autour de 1,19 sur l'euro-dollar. C'est vrai que ce n'est pas des mouvements spectaculaires de ce point de vue-là. Il nous reste quelques minutes. Philippe Béchat, si vous voulez ajouter un mot là, sur les actifs dont on a pu discuter. Et puis Philippe, il y a un sujet qui vous intéresse parmi d'autres, c'est celui des SPAC, la folie des Special Purpose Acquisition Company, des compagnies, les Blank Check Company, qui servent à acquérir des sociétés pour les introduire en bourse. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'une fugue haussière en 2020 écrite par un bac de la finance. Là, quand on parle des SPAC, là, on est carrément dans un univers complètement wagnerien. C'est la Valkyrie, 270 SPAC introduites à Wall Street. Alors ça s'introduit, mais sans formalité. Vous n'avez pas à produire naturellement vos comptes trimestriels, puisque vous n'en avez pas. Et vous faites des opérations un petit peu comme en private equity, c'est-à-dire que vous allez acheter une entreprise qui n'est pas cotée naturellement, et une fois que vous aurez la majorité, vous allez, suite à une petite démarche relativement légère, changer de nom et prendre le nom de la société que vous avez achetée, et ça s'introduit en bourse comme ça. C'est extrêmement commode, c'est souple, et donc en 2020, on voit arriver ce phénomène. On a 270 SPAC à peu près qui lèvent 82 milliards de dollars. Alors c'est 2 fois le nombre de SPAC créés depuis pratiquement la crise financière en 2009, donc 2 fois le nombre en 1 an, et les montants, c'est pratiquement 3 fois ce qui a été levé depuis l'origine. Mais depuis le 1er janvier, 10 semaines à peine, dans l'année 2021, et là nous en sommes déjà à 280 SPAC et 83 milliards de dollars levés. Donc si on fait une petite projection complètement stupide, vous me la pardonnerez, on va donc lever cette année 360 milliards de capitaux dans ce cadre très particulier des SPAC, et on en sera probablement à 1000 SPAC à la fin de l'année, c'est-à-dire 2 fois le nombre d'actions cotées sur le S&P 500, la moitié de celles cotées sur le Russell 2000, alléluia, et surtout, on en est déjà sur les seules 10 premières semaines de l'année 2021 à autant de SPAC introduites en bourse que de dot-com en l'an 2000. Et vous dites quoi, tous n'y survivront pas, Philippe? Parce qu'il y a les bons et les mauvais SPAC, évidemment. Je ne sais pas, le SPAC de Jean-Pierre Mustier, sponsorisé par Bernard Arnault. Je peux imaginer que c'est quelque chose d'assez sérieux, solide, réfléchi, pensé. Mais il y a peut-être des passagers clandestins dans cette vague de SPAC, Philippe.
Alors en fait, les souscriptions, lors des émissions, elles se font sur la réputation du gérant. C'est pour ça que vous retrouvez tous les anciens des plus grandes banques, du private equity, ils la lancent tous. C'est une question de réputation. Alors, les SPAC ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'il faut sous 3 ans avoir trouvé une cible, etc., et avoir fait des démarches pour l'introduire. Mais en fait, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de l'argent, mais ce que vous voulez. C'est-à-dire que si une SPAC avait envie d'investir, je ne sais pas, dans une mine d'or ou dans le business aurifère, ils pourraient le faire, et ils n'ont de compte à rendre à personne, ils n'ont pas de business model à l'origine et pas d'historique de compte, et si jamais ils perdaient de l'argent, ni la SEC ni les particuliers ne peuvent intenter la moindre action contre le gérant, puisqu'on lui a donné dès l'origine une carte blanche. Mais je me rappelle que, et Jean-Louis s'en souvient certainement également, et Robin, qu'en l'an 2000, vous aviez des dot-com qui s'introduisaient, il y avait un business plan, mais il n'avait encore ni chiffre d'affaires, ni quasiment de siège social, c'était effectivement un chèque en blanc. Donc les SPAC, c'est pareil, sauf que là, on va dire qu'en volumétrie et en dynamique de gonflement des encours, on est même au-delà de la folie des dot-com. Alors quand on regarde effectivement les indices boursiers, et quand on entend Jean-Louis qui nous dit voilà, je fais du poudre synthétique et finalement il n'y a pas grand-chose, effectivement les indices boursiers montent absolument sans aucun enthousiasme, aucune forme d'euphorie. Mais là, par contre, avec les SPAC, on retrouve quelque chose quand même qui ressemble bigrement à la bulle des dot-com. Et j'en termine là-dessus. Et on s'arrêtera là avec ce parallèle, effectivement, sur le tournant des années 2000 et la situation actuelle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Chaque 3e vendredi du mois, les 3 sorciers de Smart Bourse sont réunis. Philippe Béchade, les éconoclastes et la bourse au quotidien. Romain Daubry, Bourse Directe, bien sûr. Et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Décryptage de l'investissement boursier. Chaque 3e vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés ce soir en plateau. Clémence, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes responsable éditorial du Café de la Bourse. Rappelons-le, oui, juste d'un mot quand même, c'est site dédié à l'investissement boursier au sens large. Ça va de la logique du trading à la logique patrimoniale, c'est ça, Clémence? Exactement. Alors on a 3 déclinaisons, Café de la Bourse, Café du patrimoine, Café du trading. Voilà, et ça s'adresse aux investisseurs particuliers qui peuvent investir avec des conseils pour investir selon leur version au risque, leur profil. Voilà, exactement. Et bien, c'est le sujet du jour. La dernière fois, on s'était vu il y a un mois, on avait évoqué les différents produits qui permettent de s'exposer au marché boursier, les enveloppes également dans lesquelles mettre ces produits. Aujourd'hui, on va essayer de donner quelques règles, quelques bonnes pratiques pour investir sereinement et bien dormir quand on est investisseur boursier. La première chose, c'est de se connaître, Clémence. C'est ça ? Exactement. La première chose, c'est de bien se connaître, c'est de connaître son profil d'investisseur. Alors, et puis, première chose, profil de risque. Quel est le degré d'aversion au risque? Parce que évidemment, si on a du mal à dormir la nuit à cause de ces investissements, on va peut-être pas se tourner vers les biotech ou sur des small cap, des marchés émergents. Donc, on va plutôt privilégier, par exemple, les aristocrates du dividende. Voilà. Donc, il faut bien se connaître, savoir quelle est sa tolérance au risque. On a des outils pour ça, Clémence. C'est facile ou c'est il y a des outils en ligne que vous pouvez, que vous pouvez utiliser pour déterminer quel est votre profil de risque. C'est aussi des outils. Enfin, il y a aussi des questionnaires qui sont souvent utilisés au moment de faire des placements financiers, comme par exemple les assurances vie ou pour une gestion sous mandat. On va essayer d'identifier votre profil de risque. Donc, effectivement, oui, c'est possible de le connaître. Oui, parce qu'on ne sait pas forcément soi-même. Voilà, en répondant à des questions qu'on apprend à se connaître. On va apprendre à se connaître et qu'on va essayer de déterminer ce qu'on est prêt à supporter ou pas. Alors, deuxième chose, c'est son degré de connaissance des marchés financiers et des produits financiers. Alors, si on n'y connaît pas grand-chose,
on va peut-être pas commencer à trader sur des produits dérivés type Varan ou Turbo. Ce sera mieux quand même de se familiariser en commençant par la base, les actions, des fonds, des OPCVM, des ETF. Et puis après, éventuellement, en fonction du temps qu'on a, de l'appétence qu'on a pour la bourse, se tourner vers des produits un peu plus complexes. Mais bon, ça c'est aussi important de bien savoir quelles sont les connaissances qu'on a sur les produits et les marchés avant de choisir quels actifs et quelles actions on va choisir. Voilà. Bon, généralement, si vous êtes débutant, les produits simples pour commencer, quoi. Exactement, C'est les plutôt produits l'idée. simples pour commencer. Ah ouais. C'est tout à fait ça. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place un projet, savoir pourquoi on investit. Alors, est-ce que c'est pour financer sa résidence principale à horizon 5 ans? Est-ce que c'est pour financer sa retraite à horizon 30 ans? L'horizon d'investissement est très important, c'est pas le même. Ça va aussi déterminer sur quels actifs vous allez vous positionner. Et puis, déterminer aussi la part de capital, d'actions que vous allez investir sur votre capital global. Vous n'allez pas être investi 100% en actions si vous n'êtes pas tolérant au risque et si votre horizon d'investissement est faible. En revanche, si vous avez très peu d'aversion au risque, que vous voulez investir sur 30 ans, bon, là, vous allez pouvoir avoir une part investie en actions un peu plus importante. Mais c'est important d'avoir cet objectif, ce projet, Exactement. parce que ça détermine la manière dont on va investir. Ça détermine la manière dont on va investir, ça détermine aussi la composition du portefeuille boursier. Ça va vous permettre d'établir le couple rendement-risque optimal pour savoir comment constituer votre portefeuille boursier. Puis après, quand vous avez bien défini quel est votre profil, quels sont vos objectifs, vous allez pouvoir élaborer une stratégie d'investissement pertinente que vous allez pouvoir tenir dans la durée. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de faire la girouette et de changer, c'est le meilleur moyen de s'y perdre. Donc, se fixer un cap, se connaître, ça c'est la première étape. Si on se met dans la logique d'un investisseur particulier qui va choisir lui-même ses actions, donc ce qu'on appelle le stock picking, la sélection de valeurs, comment est-ce qu'on fait justement pour devenir un stock picker? Exactement. Alors la première chose à faire, je pense, c'est de bien savoir trouver et décrypter les informations dont on va avoir besoin. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu familier des rapports annuels et des publications des sociétés cotées pour pouvoir aller chercher les infos dont vous aurez besoin. Pour déterminer la bonne santé financière de l'entreprise, etc. Donc, il va falloir se poser des questions sur la rentabilité, sur la valorisation boursière, sur l'endettement avec le ratio de solvabilité, sur le rendement du titre avec le dividende. Voilà. Alors, tout ça, c'est quand même des éléments qui vont vous permettre de déterminer quels actifs choisir. Après, pour déterminer quand les choisir, là, c'est quand même pas mal d'avoir des connaissances en analyse technique, en analyse graphique. Alors, il ne faut pas forcément être un pro, mais avoir une bonne maîtrise des bougies japonaises, des moyennes mobiles, d'un indicateur tout simple comme le RSI, ça va vous permettre de déterminer quel est le meilleur moment pour se positionner sur un titre. C'est la question du timing. Ça vient en complément de l'analyse fondamentale. Exactement, de l'analyse fondamentale. Voilà. Après, deuxième élément pour un stock picking réussi, ça va être aussi de déterminer quels sont les avantages concurrentiels de l'entreprise. Alors clairement, une entreprise qui possède des brevets, qui est leader dans son domaine, elle a quand même des atouts pour conserver des avantages compétitifs sur le long terme. Et donc, vous allez... vraisemblablement, si vous investissez dans le titre, elle va conserver une rentabilité sur le long terme. Généralement, le marché adore les positions concurrentielles indéboulonnables, quoi. Exactement. Jusqu'à adorer les monopoles. Coca-Cola ou Apple, c'est quand même c'est des sociétés qui sont vraiment leaders, qui ont une position indéboulonnable. Et c'est des barrières à l'entrée, c'est ça. Une barrière à l'entrée énorme, exactement. Bon, une fois qu'on a... trouver l'information, qu'on est capable de la comprendre, de l'analyser, l'analyse technique qui peut venir en complément, qu'on a choisi les sociétés qui ont des avantages concurrentiels, quel niveau de zoom est-ce qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut être tous les jours le nez sur son portefeuille? Est-ce qu'il faut prendre beaucoup de recul? Non, il faut prendre beaucoup de recul. Garder beaucoup d'esprit critique. Pas suivre tous les jours ou toutes les heures son portefeuille. Se faire un peu confiance. Pas trop suivre les tendances des marchés. Et puis essayer d'aller outre les effets de mode. Parce que
finalement, votre investissement, il va vous rapporter parce que vous avez bien sélectionné vos actifs, pas parce que vous avez investi comme tout le monde. Voilà, donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Il ne faut pas jouer au trader si vous êtes un investisseur. Voilà, si vous êtes un investisseur long terme, inutile de jouer au trader, vraiment. Bon, et alors, pour finir, comment est-ce qu'on gère son risque, ou en tout cas, évidemment, la bourse est risquée, il faut le rappeler à chaque fois, Voilà, on peut perdre en capital, exactement, les disclaimers habituels. Enfin, dans Smart Bourse, j'espère que tout le monde le sait, mais comment est-ce qu'on essaye de piloter son risque, justement, Clémence ? Alors, le premier moyen de réduire le risque, ça va être de lisser son entrée. Alors, si vous avez un capital à investir en bourse, mieux vaut ne pas investir tout d'un coup et de lisser son entrée, par exemple, sur une petite somme sur 10 mois, 12 mois, sachant qu'ensuite, évidemment, l'idéal, c'est d'investir régulièrement tout le temps. Ça veut dire quoi ? Vous avez sélectionné, par exemple, une ou des entreprises dans lesquelles vous voulez investir, vous mettez 10% de la somme chaque mois, comme ça, de manière quasi automatique. Exactement, de manière quasi automatique. Ça va, alors, évidemment, ça va réduire aussi le risque de rentrer sur un plus bas, mais ça va réduire le risque de rentrer sur un plus haut. Eh oui. Donc, voilà, l'investisseur particulier, il a quand même tendance il a quand même intérêt à éviter le market timing. C'est assez difficile à faire. Peu de gens y arrivent, même parmi les professionnels. Donc, mieux vaut s'abstenir et lisser son entrée. Exactement. Alors ensuite, deuxième élément hyper important, et là aussi tout le monde le rappelle assez souvent, pour lisser le risque, ce qu'il faut faire, c'est diversifier. Alors diversifier, c'est quoi, comment ? Alors il y a plusieurs types de diversification. Numéraire d'abord, quand on choisit d'investir en bourse, on n'investit pas sur 3 titres. Ça c'est ou alors c'est pas vraiment de l'investissement. C'est toujours mieux que d'aller jouer au loto, mais il y a quand même un risque énorme. Donc on investit sur plusieurs dizaines d'entreprises, voire centaines. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, pas trop concentré. Pas trop concentré. Ensuite, il faut aussi une diversification géographique. Alors, les Français adorent investir sur le CAC 40, quasiment exclusivement sur le CAC 40, ce qui pose un gros problème. Et oui, bien Alors, sûr. voilà, on investit sur les marchés européens, sur les marchés US, sur éventuellement les émergents, sur la Chine, etc. Alors, si on ne sait pas trop comment faire, c'est simple. On peut quand même se fier à des fonds, y compris des fonds indiciels, les ETF sur différents indices qui permettront d'investir sur plusieurs marchés boursiers. Voilà. Et pour conclure, Clémence ? Alors, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut aussi, c'est investir sur le long terme. La bourse, les actions sont une classe d'actifs extrêmement rémunératrice sur le très long terme. Et si vous avez un horizon d'investissement trop court, vous allez avoir tendance à prendre des risques démesurés pour pouvoir avoir des gains. C'est sur le long terme, c'est d'ailleurs la classe d'actifs sans doute qui est imbattable. Tout ça, il y a beaucoup de recherches académiques et des études effectivement du passé, mais qui effectivement sont quand même des enseignements intéressants de ce point de vue-là. Merci beaucoup Clémence pour toutes ces recommandations, ces bonnes pratiques pour piloter ces investissements boursiers, y compris quand on est débutant. C'est le sens de ce rendez-vous avec le Café de la Bourse, chaque 3e vendredi du mois. Clémence Tanguy qui est avec nous en plateau ce soir, responsable éditoriale du Café de la Bourse.